Accident meurtrier de Goma de vendredi dernier. Le bilan macabre s'élève à plus de 20 morts et 16 blessés. Le gouverneur de province s'y était rendu et a annoncé une assistance sur instruction du chef de l'État. Les chefs des confessions religieuses veulent faire avancer les processus de réforme de la CENI ainsi que de désignation de ses membres. En attendant l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi sur l'organisation de la CENI, les religieux ont annoncé les débuts de l'opération des dépôts des candidatures pour le poste du président de la CENI. Et on va parler de l'environnement et protection des forêts. La CITES RDC est en voie de faire sortir le pays de la zone rouge. Une évaluation sur les recommandations de la 66e session du comité permanent tenue en 2015 a été faite. Il ne reste que l'ordonnance du chef de l'État. Affaire Dr Huguette Ngombe et Padiat, l'hôpital du cinquantenaire dénonce la politisation de l'affaire et demande que justice soit faite. Elle a fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce samedi. Bienvenue à vous tous et merci d'être avec nous sur Télé 50. 21 morts et 16 blessés. Voilà le bilan d'un accident de circulation qui s'est produit vendredi en début de la soirée à Kiissi, près de la ville de Goma à Mounigui, dans le territoire de Nyiragongo. Très touché par ce drame, le président de la République a dépêché sur le lieu de l'accident le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita. Ce dernier annonce une assistance de Félix Antoine Tshisekedi pour assister toutes les victimes. Patio Kavundama. C'est en début de soirée de ce vendredi qu'un camion en provenance de la ville de Kisangani pour Goma a connu un accident à l'entrée du chef-lieu du Nord Kivu, précisément à Kiissi. Nous sommes dans le groupement de Mounigui en territoire de Nyiragongo. Selon les premières informations, cet accident mortel serait dû au système de freinage. Très affecté par ce drame, le président de la République a dépêché sur le lieu le gouverneur de province afin d'évaluer les dégâts. Carly Nzanzu Kasivita, peu après, va effectuer une visite de réconfort aux blessés internés dans différents hôpitaux de Goma, puis s'incliner devant les corps des victimes à l'hôpital provincial. Il va également adresser les messages de condoléances du président de la République aux familles des victimes. L'autorité provinciale va convoquer une réunion de crise avec les responsables de la police, de l'armée, de la protection civile et autres services étatiques. À l'issue de cette réunion, l'autorité provinciale annonce une assistance du président de la République à toutes les victimes. Aussi réitérer les compassions du chef de l'État auprès de toutes ces familles. Je suis allé m'enquérir moi-même de la situation. Sur restriction du chef de l'État, nous avons tenu la réunion de crise. Et dans cette réunion, il y a beaucoup de décisions qui viennent d'être prises en chantier. Nous allons les annoncer après les enterrements. Je voudrais encore une fois confirmer que la prise en charge des malades va être assurée par le président de la République, mais aussi l'accompagnement à terme des funérailles des différentes familles qui ont été éplorées par cet événement malheureux qui s'est produit dans notre ville. Nous avons, ensemble avec tous les services de police et les services sanitaires, identifié 21 corps. Il y a aussi des blessés. Rappelons que ce bilan de 21 morts est encore provisoire, selon le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita. Et dans le secteur de l'environnement, l'organe de gestion CITES de la direction de la conservation de la nature a fait une évaluation sur les recommandations de la 66e session du comité permanent tenue en 2015. Partant du bilan de 2 ans de gestion, la CITES RDC est en voie de faire sortir le pays de la zone rouge et il lui reste que l'ordonnance du chef de l'État pour consolider les dites actions et renforcer le statut juridique. Après 40 ans de gestion marquée par des antivaleurs et mauvaises pratiques, le pays avait décidé de faire de l'organe de gestion CITES une structure autonome du ministère de l'Environnement au sein de l'ICSN.
Une remise effective qui date aujourd'hui de 2 ans et ce 23 mai, la République devra défendre les résultats déjà enregistrés dans la conservation de la nature, le commerce des espèces protégées et l'arrêt de la falsification des permis de la RDC par l'instauration des permis sécurisés qui sont des points positifs dans le domaine de la diplomatie et sécurité. On cite également la circulation des faux permis en provenance de la RDC. Donc la RDC a perdu la crédibilité. On ne savait plus distinguer les vrais des faux documents. Alors il y a eu également le lancement depuis le 1er juin de la plateforme de gestion informatisée de la CITES appelée CEMIS, qui a permis au pays de redresser un grand nombre de recommandations internationales qui sont à jour. On n'a jamais connu ces cas-là, où les animaux de la RDC qui ont été saisis à l'étranger ont été rapatriés. Parmi les points positifs, on note également le suivi de près des sanctuaires et parcs animaliers privés, sans arrestation et saisie grâce à la collaboration avec la Task Force et la justice, et cela par l'appui de la gestion informatisée de la CITES. Changer le système qui devait extirper les antivaleurs et les bonnes pratiques. Et voilà, ces changements coïncident même avec la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, les permis de la RDC portent un code KIER pour éviter toute falsification. Pour la 67e session de la CITES internationale, la structure a besoin de l'appui de l'État congolais pour pérenniser ses actions qui régénèrent des millions dans le service d'assiette et qui donnent une certaine crédibilité à la République démocratique du Congo. La course à la candidature au poste du président de la CENI vient d'être lancée. Le chef des confessions religieuses sont revenus à la charge et cette fois, ils ne veulent pas perdre une seule seconde. Ils ont rencontré ce samedi le bureau de l'Assemblée nationale avec qui ils ont levé l'option d'amorcer l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi organique sur l'organisation et le fonctionnement de la CENI. Jean-David Kilolo. Le mode de désignation de nouveaux membres qui composeront la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante était au centre des échanges qu'a eu le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et les représentants des confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Les chefs des confessions religieuses sont d'accord de ne plus attendre la fin des réformes pour enfin désigner les nouveaux animateurs pour éviter les retards. Selon Donatien Cholet, les chefs des confessions religieuses sont d'accord de ne plus attendre la fin des réformes pour désigner les nouveaux animateurs. Il a été surtout question d'échanger avec lui sur la problématique de la désignation des membres du bureau de la CENI. Les chefs de confessions religieuses ont pris acte dans le discours de l'ouverture de la session parlementaire. Ils ont pris acte de l'engagement du bureau de l'Assemblée nationale à faire des réformes électorales une priorité de cette session. Profitant de cette occasion, les représentants des confessions religieuses ont lancé l'appel à tout celui qui veut être candidat de la CENI de bien vouloir déposer sa candidature dans n'importe quelle confession religieuse et ces dernières pourraient passer au tirage selon les critères pour enfin amener au moins 3 noms qui pourront à leur tour passer à l'élection finale. À noter que les confessions religieuses ont reconnu avoir appris certaines erreurs commises dans le passé et qu'ils vont faire de sorte de ne plus y revenir. La République démocratique du Congo tient à tout prix à atteindre les objectifs du développement durable. C'est dans ce cadre que le ministère en charge de la planification, à travers l'Observatoire congolais pour le développement durable, a associé les experts provinciaux pour permettre aux entités décentralisées d'identifier les objectifs prioritaires. C'est un véritable atelier de renforcement de capacité des experts du ministère du Plan dans le cadre de la contextualisation et de la localisation des objectifs pour le développement durable en RDC. Pour l'Observatoire congolais de développement durable, le travail au niveau national ne suffit pas. Il faut impliquer les experts en planification au niveau des entités décentralisées. Il s'agit essentiellement pour la RDC d'éliminer la pauvreté, la faim et les inégalités entre les sexes, ainsi que les dégradations de l'environnement à travers cet agenda 2030. Nous nous engageons pour le développement de nos nations. Et pour cela, le ministère du Plan a mis en place un plan national stratégique de développement durable, PRO-ODD.
C'est-à-dire ces plans doivent s'appliquer dans les stratégies de développement de chaque ministère sectoriel, doit s'appliquer dans chaque province et doit s'appliquer dans chaque entité territoriale décentralisée. Et cela doit s'adapter à la spécificité de chaque province. Et cela en tenant compte des objectifs que nous nous sommes fixés sur le plan international avec les Nations Unies. Les provinces eux-mêmes arrivent à prioriser et à contextualiser les objectifs du développement durable dans leur province. En partenariat avec le PNUD, la RDC tient véritablement à atteindre les 17 objectifs à l'horizon 2030. Je le disais dans le sommaire, le comité de gestion de l'hôpital du Cinquantenaire a tenu un point de presse pour dénoncer le comportement du docteur Huguette Ngom qui a occasionné l'arrestation du DG de cette institution sanitaire. Par la même occasion, il appelle la justice à faire son travail et dénonce également toute forme de politisation de ce dossier. Christian Kalangi. Contrairement aux informations répandues sur la toile, les comités de gestion de l'hôpital du Cinquantenaire a tenu à apporter toutes les précisions sur la réalité de terrain, dénonçant toutes les accusations portées contre le directeur général de cette institution sanitaire. L'enfant du directeur général avait convulsé, on l'avait amené d'urgence. Pendant que l'équipe de l'hôpital s'acharnait à prendre des soins, à donner des soins à l'enfant, l'assistante avait préféré se mettre à l'écart utilisant son téléphone, ce qui avait poussé le directeur général à ravir ce téléphone-là parce que c'était une faute. On avait demandé à l'assistant de venir aux ressources humaines pour recevoir la sanction concernant son problème, ou au lieu qu'elle aille trouver des aînés des autorités de l'hôpital, elle a préféré les jours suivants aller dans la chambre du directeur général pour prendre son téléphone par force, chose qu'elle n'a pas réussi. Et quand ça n'a pas marché, elle a préféré amener les dossiers en justice. La lire où les choses ont pris, c'est comme si ça devient des réalités politiques. Ça commence à quitter les problèmes entre un médecin directeur général de l'hôpital avec un assistant envoyé en formation. Et on commence à parler d'autres choses qui n'ont même pas allusion, qui n'ont même pas de relation avec la réalité sur le terrain. Par la même occasion, les agents de l'hôpital du Cinquantenaire ont appelé la justice à faire son travail et ont également dénoncé toute politisation de ce dossier. Et nous sommes aussi désolés de constater sur les réseaux sociaux, au lieu de parler d'un médecin qui a commis une erreur dans les lieux de travail, on parle plus d'un Indien et d'un Congolais. Et ça commence à être un autre problème que la réalité que nous avons vécue dans l'hôpital. Alors nous demandons à la justice congolaise de suivre les dossiers et de faire correctement leur travail. L'administrateur directeur général de l'hôpital du Cinquantenaire avait été arrêté depuis le jeudi 18 mars sur ordre du procureur général suite à une plainte déposée contre lui par le docteur Huguette Ngom. Dans quelques jours, le monde va célébrer la journée de lutte contre la tuberculose. L'attention est mise, vous le savez, ces derniers jours sur la Covid-19, alors que pour la simple année 2020, la tuberculose est restée la maladie infectieuse la plus meurtrière. En marge de cette journée, le programme national a déballé le thème national ainsi que ses attentes de la lutte contre cette maladie. La tuberculose est l'une des maladies les plus stigmatisées et dont les patients sont les plus discriminés en République démocratique du Congo. Ces obstacles, entre autres, contribuent à faire d'elle la maladie la plus meurtrière au pays. L'horloge tourne et le thème mondial, il est un rappel aux gouvernants tant au niveau national que provincial de respecter les engagements pris pour mettre fin à la maladie. Mais notre plaidoyer, c'est que le gouvernement fasse davantage dans la lutte contre la tuberculose. Première chose, il faut augmenter le budget alloué au secteur de la santé, dans le budget national. Deuxièmement, nous devons tous travailler pour assurer les soins de santé à tous. Nous devons démontrer plus de solidarité nationale. En marge de cette journée, le PNT a rappelé les obligations des autorités politiques qui passent notamment par l'accélération de la riposte, du diagnostic ainsi que du traitement, par la mobilisation des financements, l'investissement dans la recherche, mais aussi et surtout lever les barrières aux soins. Quand on grandissait, on disait le fait de boire dans le même verre que quelqu'un qui tousse, que quelqu'un qui est tuberculeux, vous allez attraper la tuberculose. Ce qui est faux.
C'était des préjugés, mais qui étaient très faux. Et même scientifiquement, ça ne se justifie pas. L'accent est désormais mis sur un partenariat national multisectoriel pour éliminer la tuberculose en renforçant les mécanismes de résilience du système de santé à l'heure de la Covid-19. Et lutte contre le coronavirus dans le pays, le Fonds national de solidarité contre le Covid-19 a remis le vendredi dernier d'importants kits aux différentes structures sanitaires de la capitale. Cela est arrivé plutôt après avoir réceptionné un don de la Corée du Sud. Dominique Moukania, coordonnateur du FNSS, a salué ce geste de solidarité qui va sauver des vies. D'une pierre, deux coups. La première cérémonie était celle de la réception du don de la firme sud-coréenne SD Biosensor contenant des appareils de dépistage rapide. Un test qui pourra donner les résultats dans une quinzaine de minutes. Dominique Moukania, coordonnateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, s'est dit satisfait de ce geste qui répond bel et bien à la solidarité lancée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Devant l'ambassadeur de la Corée du Sud en RDC, les docteurs Jean-Jacques Mouyembe et tant d'autres invités ont remercié les autorités du pays à travers les FNSS. Les représentants des structures sanitaires ont remercié les autorités du pays à travers les Fonds national de solidarité contre le coronavirus pour ces gestes à travers lesquels les vies seront sauvées. Après cette cérémonie, la coordination des Fonds national de solidarité contre le Covid-19 a effectué une descente sur terrain. Première visite, le secrétariat général du ministère du Tourisme. Ici, un lot important de kits a été remis. Jean Kingombe Tchali, secrétaire général au tourisme, a salué ce geste qui va renforcer les mesures de protection non seulement de son personnel, mais aussi de ses visiteurs œuvrant dans son ressort. Enfin, c'est à l'inspection générale de la police nationale congolaise que va se boucler cette descente. Au regard de sa mission d'accompagnement des autorités dans la lutte contre Covid-19, le coordonnateur du Fonds national de solidarité contre Covid-19 remet un lot important contre Covid-19 aux bénéficiaires qui sont les inspecteurs de la police nationale. Au nom de toute sa délégation, le coordonnateur a remercié le général de l'accueil lui réservé, tout en lui promettant qu'il restera disposé à accompagner les forces de sécurité à travers sa mission qui lui a été confiée par le président de la République, en créant cette structure de solidarité pour lutter contre le Covid-19. Formateur des percepteurs d'impôts, le directeur général de l'École nationale des finances est aussi passé à la DGRK pour s'acquitter de son devoir civique. Jean-Paul Niembo a eu à cette occasion une entrevue avec le directeur général de cette régie, Félicien Koulouta. Christopher Ochokou. Le directeur général de l'École nationale des finances, Jean-Paul Niembo, a rencontré celui de la DGRK, Félicien Koulouta, en cette fin de semaine. Venu s'acquitter de son devoir civique, les deux patrons ont ensuite eu un tête-à-tête de plusieurs minutes durant lesquelles, l'un comme l'autre, se sont félicités pour la particularité de la campagne de cette édition et l'exemple donné par les directeurs généraux de l'ENEF en faisant le déplacement en personne. Profitant de cette visite, Jean-Paul Niembo, formateur de percepteurs d'impôts, s'est rassuré que les 43 stagiaires de l'ENEF fournissent un bon travail. Nous sommes venus nous acquitter d'un agréable devoir, celui de payer ses impôts. Vous savez que c'est par les impôts que la population participe au développement du pays. Et pour le cas de Kinshasa, la Direction générale des recettes de Kinshasa est l'organe attitré. Si on ne paye pas d'impôts, on ne peut pas avoir des œuvres. Il faut payer les impôts. Et on y va à Goma à présent pour parler du lancement de la 8e édition de la semaine fiscale lancée par le ministre provincial David Kamoua. Elle ira du lundi 22 au samedi 27 mars 2021, une période pendant laquelle les agents publics de l'État vont s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en payant leurs taxes et impôts. Et pour le développement de cette province, pour cette nouvelle édition, ce sont les agents de la Direction générale des recettes du Nord Kivu qui vont aller à la rencontre des agents. Cette 8e édition de la semaine fiscale lancée à Goma a pour objectif d'appeler les agents et fonctionnaires de l'État et ceux du secteur privé à s'acquitter de leurs devoirs fiscaux.
Pour cette année, les agents de la Direction générale des recettes du Nord Kivu vont aller à la rencontre des agents et fonctionnaires au sein de leurs services et entreprises respectifs où toutes les formalités seront remplies. Le ministre provincial des Finances David Kamouwa, qui a officiellement lancé cette édition, a appelé tout le monde au civisme fiscal pour que le Nord Kivu arrive à assumer ses charges de développement. Honneur pour moi de présenter au nom de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, ma note particulière, à la fois de reconnaissance et de remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce programme présidentiel de lutte contre la pauvreté et la réduction des inégalités. Le Nord Kivu, notre belle et chère province, entend devenir la vitrine par excellence de la matérialisation de cette vision qui place l'homme au centre de l'action. La semaine fiscale, nous l'avons suivie, elle est définie comme la période pendant laquelle tous les agents publics de l'État sont obligés de déclarer et de payer leurs impôts. C'est donc une philosophie qui nous caractérise au Nord Kivu. Le directeur général de la DGRNK, Célestin Baouma Serenge, a invité pour sa part toute la population à contribuer aux charges de l'État. Au nom de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, le rapporteur adjoint de cet organe délibérant a indiqué que les députés provinciaux joueront le rôle de sensibilisateurs. Rappelons que cette semaine fiscale avait été initiée en 2014 par l'ancien gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaongia. Remise des nouveaux camions anti-incendie à la direction générale de la RVA par le ministre des Transports Didier Mazenga Mukanzu, acquis sur fonds propres du gouvernement congolais en partenariat avec le gouvernement du Royaume de Belgique. La cérémonie a eu lieu aux installations aéroportuaires de la RVA. Les détails dans ce reportage. Le ministre de Transport et Voies de Communication, Didier Mazenga, a remis officiellement au directeur général AI de la RVA 3 nouveaux camions anti-incendie acquis sur fonds propres du gouvernement congolais en partenariat avec le gouvernement du Royaume de Belgique. Cette cérémonie, qui a eu lieu aux installations aéroportuaires de la Régie des voies aériennes à l'aéroport international de Njili, a connu la participation de l'ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, du DG AI de la RVA, du bourgmestre de la commune de Lansele, ainsi que de quelques cadres du ministère de Transport. Toutes ces démarches, ainsi entreprises, ont finalement donné lieu à la fourniture, comme je venais de le dire, de 4 véhicules d'intervention à moyenne puissance, d'une capacité de 10 500 litres chacun. Mais nous voulons que chaque aéroport, chaque piste, chaque aérodrome soit équipé de ce type de véhicules. L'arrivée de ces camions est l'aboutissement d'un long processus commencé il y a 3 ans à travers la Régie des voies aériennes, dont le montant total est de 1 820 000 €. La raison pourquoi la Belgique s'engage dans l'aide que nous mettons en place ici, c'est un engagement que nous avons vis-à-vis de la RDC, vis-à-vis du développement que nous voulons que la RDC connaît. Ce financement a également bénéficié d'un allègement de la Chambre de commerce de la communauté flamande de Belgique qui a participé à concurrence de 247 500 €. Il a été finalement conclu pour la fourniture des 04 VIMP. Et une autre cérémonie assez similaire, c'est pour leur permettre de se déplacer dans des bonnes conditions que le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers a doté le personnel de l'administration des véhicules. La cérémonie officielle de remise de ces engins roulants est intervenue dans ce ministère. C'est une première depuis l'existence de ce ministère. Les agents et cadres de l'administration sont désormais bénéficiaires de leurs propres véhicules. Grâce à votre leadership, aujourd'hui, les agents et cadres du ministère de la Formation professionnelle seront véhiculés. Ce qui était imaginable il y a 2-3 ans. Je suis dans l'administration publique, cela fera 40 ans, mais je n'ai jamais bénéficié de quoi que ce soit, même pas d'un vélo. Je suis très ému pour voir que ce qui était comme un rêve, aujourd'hui c'est la réalité.
je viens de toucher à ma voiture. L'acquisition de ces véhicules, c'est aussi le fruit de la collaboration entre le ministère de la formation professionnelle Arts et Métiers, Afriland Festbank et la société DIMS. La concrétisation de ce partenariat a poussé ce personnel à décerner un diplôme de mérite au ministre John Toumba pour s'être toujours distingué positivement à travers les actions concrètes. Avant toute chose, j'aimerais rendre hommage le plus déférent à son Excellence, Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lui qui tient à ce que la situation sociale et professionnelle des agents soit améliorée. Et ceci à travers son mot d'ordre, le peuple d'abord. Et pour ma part, je dirais les agents du FPMA d'abord. C'est ici le lieu de rappeler la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, matérialisée par le ministre John Toumba pour la création d'une classe moyenne susceptible d'aboutir à l'industrialisation du pays. Et dans les activités des associations socio-culturelles, femmes et développement socio-économique de la ville de Kinshasa dans la période de la Covid-19, un thème développé par le salon féminin organisé par le Forum national de la jeunesse sous le leadership de Patrick Katengo. Reportage de Jean-David Kilolo. C'est un salon féminin organisé sous le leadership du président du Forum national de la jeunesse, Patrick Katengo, en marge de la Journée internationale des droits des femmes. À cette rencontre, un nombre limité suite à la Covid-19, plusieurs femmes ont été conviées à des échanges axés sur les rôles de la femme au sein de la société. Un rôle qui va au-delà de celui qu'elle peut jouer dans le foyer. À cette rencontre, des orateurs, hommes et femmes, étaient choisis pour entretenir les participants sur la thématique du jour. Ce que nous venons de faire aujourd'hui, chapeau à Patrick Katengo pour ses initiatives et je serai là toujours pour l'encourager. Et je pense que c'est très important pour notre pays, surtout en ce moment, et sensibiliser sur la Covid-19. Dans son allocution du jour, le président du Forum national de la jeunesse, initiateur de ce salon féminin, Patrick Katengo, s'est réjoui de la thématique de cette activité, car cette pandémie du coronavirus touche toute la société et les femmes ne sont pas épargnées. Je ne peux pas clore mon mot sans pour autant remercier le président de la République et chef de l'État pour sa vision axé sur le bien-être, la sécurité ainsi que l'état de droit. Très satisfaites, ces femmes promettent de mieux s'engager. Comment nous pouvons optimiser nos chances pour pouvoir devenir des actrices à part entière dans l'économie de notre province et du pays, évidemment. Quand on a la confiance en soi et la détermination, donc ça nous donne le courage d'avancer, d'évoluer dans la vie en tant que jeune femme. Ce que j'ai aimé, ce sont les résultats, c'est-à-dire les résultats proposés pour pallier à tous ces problèmes. Ces salons féminins avaient pour objectif de donner aux femmes des moyens nécessaires d'agir pour leur participation au développement de la ville de Kinshasa et créer un espace d'échange et de partage d'expériences. En vacances parlementaires au Kasaï oriental, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a lancé sur initiative personnelle le projet d'appui aux communautés locales pour le développement à la base. Toutes les antennes du rassemblement de démocrates tshisekedistes RDT ont reçu plusieurs poussins de poulet de chair pour une auto-prise en charge. Le sénateur Ilunga a par la même occasion restitué à sa base tout le travail abattu par lui à Kinshasa au cours de la session de septembre. Respectueux de ses devoirs et obligations, le sénateur Ogi Ilunga Chivuila a, au terme de la session extraordinaire, passé les restes de ses vacances parlementaires au Kasaï oriental, son fief. Aussitôt arrivé, direction le siège provincial du Rassemblement des démocrates tshisekedistes, RDT. Ici, le sénateur Ogi Ilunga a restitué à sa base tout le travail abattu par lui à Kinshasa pour l'intérêt de sa province. Dans le cadre du programme de développement communautaire et d'appui aux comités locaux de son parti et sur initiative personnelle, Ogi Ilunga Chivuila a remis plusieurs poussins de poulet de chair et des lapins à plusieurs antennes pour une autoprise en charge.
L'élu des élus du Kasaï oriental a par la suite fait la ronde dans plusieurs paroisses catholiques dans la périphérie de la ville de Mbuji-Mayi. Confrontées à plusieurs difficultés pour leur construction, ces paroisses ont bénéficié de 40 sacs de ciment chacune et divers instruments de musique pour d'autres. Une contribution haute facture saluée par les bénéficiaires. Rendant une visite de courtoisie au président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental et coïncidant avec la journée du 8 mars, le sénateur Ogi Ilunga Chivila a remis un lot important d'épargne à Yves Mwamba pour les personnels féminins de la première institution de la province. Les deux personnalités ont abordé les questions liées à l'intérêt général de la province, une province qui, jusqu'à preuve du contraire, a toujours du mal à décoller. Et la présidente fédérale de l'AFDC au Katanga continue la campagne d'implantation du parti dans les coins et recoins de la province, ainsi que la mobilisation des militants pour leur adhésion massive au parti cher au président Modeste Bahati Lukwebo. Après la vie d'Edikassi, c'est le tour cette fois de la commune politique Bel Air 1. Avec Tekla Ponzi Muyumba, la campagne d'implantation de la FDCA se poursuit sans désemparer dans la province du Haut-Katanga. Après la ville de Likasi, la présidente fédérale et son comité sont rentrés à Lubumbashi. Tekla Ponzi a présidé la cérémonie d'inauguration du siège de la commune politique Bel Air 1. Au cours de son allocution, Saleh Tchomba a vanté la bravoure de Tekla Ponzi Muyumba qui, pour lui, a su tenir cette fédération dans des moments difficiles. La patronne du parti de Bahati Lukwebo dans la province cuprifère a effectué la visite de toutes les structures du siège avant de coucher quelques phrases dans le livre d'or. Sans la peur d'être contredit, il est certain que toutes ces réalisations ne sont pas l'effet du hasard. C'est la conséquence logique d'une grande vision que la présidente fédérale a lancée pour distinguer sa gouvernance à celle précédente, comme dit-on dans l'hymne des langues nationales. Esengeli, Misala, Eleka, Maloba, Na Ebele. Cet ouvrage est le fruit d'une gestion rationnelle des cotisations des membres et cadres de cette formation politique que fait montre la présidente fédérale. Dans la vision que nous nous sommes fixés, dans les Hauts-Katanga, de rendre les partis visibles, nous sommes venus inaugurer notre bureau communal de Kampemba. À ce jour, nous tenons à remercier le président de la commune de Kampemba qui s'est donné corps et âme pour qu'aujourd'hui nous puissions avoir en main, pour que nous puissions palper la réalité puisque le bureau est là. Donc c'est une série qui va continuer ainsi. Les prochaines étapes seront le quartier Bongonga et la commune Ouachi. Le président international de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, le sénateur Dini Kambaï, a reçu à son bureau un groupe des sportifs boxeurs du Kasaï central. Ils sont venus lui présenter différents titres qu'ils ont arrachés lors de la dernière compétition de boxe organisée à Kinshasa et lui demander conseil sur la situation des sportifs du Kasaï central. Ils étaient venus à Kinshasa représenter la province du Kasaï central dans une compétition organisée par la Fédération nationale de la boxe. À leur arrivée, ils sont allés présenter des civilités au président de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, le sénateur Dini Kambaï, à qui ils ont soumis plusieurs revendications portant sur le secteur sportif de la province. Le président Dini Kambaï Chimbumbu, qui nous a vraiment aidés et nous a donné cette enveloppe que vous voyez pour que nous puissions nous souvenir avec les licences et d'autres problèmes. Pour ce jour, ils sont également venus présenter les différents prix gagnés dans cette compétition et lui demander son implication pour que les désiderata du secteur sportif soient prises en compte par le gouvernement. Au siège de la SINAGEC, le sénateur Dini Kambaï les a félicités pour ces différents prix remportés dans la compétition en leur donnant symboliquement une manière pour lui d'exprimer son soutien. Nous sommes venus se présenter nos médailles devant le président. Nous demandons seulement de nous encourager, de prendre au sérieux la boxe, puisque la boxe se trouve à Canaan. Il faut nous encourager, nous avons besoin de sponsors, gens qui peuvent nous sponsoriser afin que la boxe puisse aller de l'avant. La délégation retourne dans sa province avec une impression très positive, espérant voir le secteur sportif se développer d'après la promesse faite par le sénateur Dini Kambaï.
Et toujours à la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, après les dernières adhésions dans cette structure, le président international, le sénateur Denis Kambaye, a tenu une assemblée générale extraordinaire hier au siège du Grand Kasaï. Plusieurs mesures ont été prises pour la restructuration et les bons fonctionnements de la structure. Au siège du Grand Kasaï, les présidents de la synergie des notables et associations de l'espace Grand Kasaï, le sénateur Denis Kambaye a invité en assemblée générale extraordinaire ce jeudi 18 mars 2021. Et quand vous donnez même les photos avec l'identité que vous aurez remise sur votre fiche d'adhésion, on vous fait votre carte au choix. La liste des invités, tous les membres fondateurs de la SUNAGECA, le comité des membres du collectif des jeunes femmes de l'administration publique, des avocats des corps académiques et scientifiques, des corps médicaux, les sportifs des combats, les journalistes de la brigade numérique, la coordination nationale provinciale VD Kinshasa, les conseillers à la coordination nationale. Au menu de la rencontre communication du président national, la restructuration des différents organes de la SUNAGECA et l'adhésion de nouveaux membres. Commencé à 17h, la réunion s'est clôturée à 19h avec plusieurs résolutions prises à l'unanimité des participants. Chers frères et sœurs, j'ai donné l'idée de créer cette association, ces cartels, ces réseaux, que ça serait un bien privé à moi. Non, je veux que vous puissiez participer. C'est parti avec la prise des contacts de nouveaux adhérents aux membres fondateurs de la SUNAGECA dans l'ambiance Bonne Info. Et pour terminer cette fois, le sénateur Guy Loando Mboyo a été reçu ce vendredi par le chef spirituel et représentant légat de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. C'est dans le cadre du centenaire kimbanguiste qui sera célébré le mois prochain. Christopher Ochokoum. Comme un fils, l'élu de la Tchouapa est allé s'enquérir des préparatifs du centenaire kimbanguiste qui sera célébré ce 6 avril en Kamba, Terre Sainte. Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal du kimbanguisme, a dit sa satisfaction de voir l'intérêt de l'honorable Guy Loando manifesté à l'endroit de l'église kimbanguiste au cours d'un échange de près d'une heure. Pour Guy Loando Mboyo, il s'est acquitté d'un devoir sacré, celui d'accompagner le chef spirituel dans la construction du musée sur la Terre Sainte et de s'allier à la célébration de ce centenaire. Cette année, la grande famille, la grande communauté kimbanguiste va célébrer le centenaire de son existence pour un événement de cette portée spirituelle. C'est un devoir de toute personne qui se reconnaît de cette grande famille de venir célébrer ensemble avec la grande communauté. C'est à ce titre que nous sommes venus. Comme vous le savez, il y a le musée qui est en construction à la Terre Sainte. Nous avons voulu aussi, nous, contribuer dans le cadre de l'exécution des travaux de ce musée. Et nous sommes très contents que son éminence nous ait accordé cet entretien. C'est dont nous en profitons pour le remercier très sincèrement. Ces gestes d'humilité et de respect resteront à jamais gravés dans la mémoire des kimbanguistes du monde entier qui retrouveront le sénateur le 6 avril prochain en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Ce journal est terminé, on va passer au rappel des titres à présent. Accident meurtrier de Goma de vendredi dernier, le bilan macabre s'élève à plus de 20 morts et 16 blessés. Le gouverneur de province s'y était rendu et a annoncé une assistance humanitaire sur instruction du chef de l'État. Les chefs des confessions religieuses veulent faire avancer le processus de réforme de la CENI ainsi que de désignation de ses membres. En attendant l'examen de la proposition de loi portant modification de la loi sur l'organisation de la CENI, les religieux ont annoncé les débuts de l'opération des dépôts des candidatures pour le poste du président de la CENI. Et on a parlé dans ce journal de l'environnement ainsi que de la protection des forêts. La CITES RDC est en voie de faire sortir le pays de la zone rouge. Une évaluation sur les recommandations de la 66e session du comité permanent tenue en 2015 a été faite. Il ne reste que l'ordonnance du chef de l'État.
Affaire Huguette Ngombe et Padiat, l'hôpital du cinquantenaire dénonce la politisation du dossier et demande que justice soit faite. Elle a fait savoir au cours d'un point de presse organisé ce samedi. C'est par ici que ce journal prend fin. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours heureux, madame, monsieur. L'actualité reste en continu sur www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50. Informons à l'opinion tant nationale qu'internationale que la province du culte, sous la coordination provinciale de l'Union sacrée, pilotée par de maître son Excellence Willy Itundala Hassan, gouverneur des provinces et représentant personnel du chef de l'État en province, que ces derniers matérialisent cette vision par des actions à impact visible pour le bien-être social de la population du Kwilu à travers les 5 territoires et les 2 villes qui composent notre province. L'Union sacrée Kwilu condamne avec la dernière énergie les comportements affichés par un groupuscule de gens manipulés par le camp des opposants, résidents à Kinshasa qui travaillent de près comme de loin au blocage de la vision du chef de l'État dans cette province par des propos vexatoires, discourtois, haineux et belliqueux à l'égard du coordonnateur provincial de l'Union sacrée, Kwilu, et membre de droit de l'Union sacrée, son Excellence Willy Itundala Hassan, gouverneur de province. Mettons en garde ces groupuscules qui n'ont ni qualité ni mandat de parler au nom de l'Union sacrée Kwilu. Appelons à l'unité et à la cohésion provinciale pour accompagner les chefs de l'État à travers sa vision de l'Union sacrée pour l'émergence d'un Congo plus beau qu'avant. Nous sommes heureux et honorés de nous retrouver ce jour à côté du patriarche qui a accepté de parrainer, d'être témoin de notre adhésion, nous, députés provinciaux d'Igualaba, qui constituons la majorité, contrairement à ce que l'on peut faire penser. Et nous avons l'honneur d'adhérer aujourd'hui officiellement à l'Union sacrée pour accompagner la vision du chef de l'État et dans l'objectif de pérenniser le travail de reconstruction de la province entamé sous la houlette de son Excellence le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mons depuis qu'il est là, accompagné par l'Assemblée provinciale. C'est ça le secret de notre développement et nous n'avons pas voulu que l'adhésion à l'Union sacrée soit l'objet d'un marchandage, d'un conditionnement quelconque. Non, nous avons voulu venir adhérer librement, sans condition, parce que nous sommes les représentants du chef de l'État en province, et donc pour l'intérêt et de la population, et de la province, et de la République, parce que le chef de l'État a un bilan à présenter, nous avons voulu l'accompagner, ce qui est naturel. Nous allons acclamer très très fort l'Éternel pour sa présence. Ce n'est pas donné à tout le monde. Poursuivant sa campagne de sensibilisation pour le paiement de l'impôt foncier, le directeur général de la DGRK a frappé à la porte d'une des communautés chrétiennes la plus en vue dans le pays, Sifemsi, initiée par le feu couple pastoral Olingui. Prenant la parole grâce au concours de son adjoint, M. Issangabena, le directeur général de la DGRK, Félicien Koulouta, s'est inspiré du livre de Matthieu 21:15, évoquant une citation du Christ sur ce qui devait revenir à César. Payer son impôt, c'est contribuer à la réhabilitation et modernisation de la ville. Payer son impôt pour la ville de Kinshasa, c'est permettre à César, pour qui je me présente devant vous ici, à savoir le gouverneur de la ville de Kinshasa, avoir des moyens nécessaires pour transformer la ville de Kinshasa
à travers des œuvres d'intérêt général. Après avoir mis l'accent sur l'impôt foncier et appelé les assujettis à s'acquitter de leurs devoirs, Félicien Nkuluta a donné une action de grâce pour tout ce que Dieu a accompli à la DGRK ces derniers mois. Joski Kiambukuta Longa, grand artiste, musicien, chanteur, compositeur du tout-puissant hockey jazz, d'où il s'est affirmé et confirmé d'une immensité élogieuse discographique qui ne laissera personne indifférent. Il a quitté la terre des hommes le 7 mars 2021. C'est dans le malheur que l'on reconnaît les bons amis et c'est le cas de Alita Chamala qui s'est souvenu des bons moments passés avec Joski Kiambukuta. Affaibli par cette triste nouvelle, le mécène de la musique congolaise, Alita Chamala, a dépêché une délégation de la fondation qui porte son nom sur le lieu du deuil pour déposer des vivres, cartons de poulet, chinchard, de l'huile végétale, du café, du thé, des sacs de riz, de sémoule et tant d'autres, insistant ainsi sur son accompagnement pendant et après le deuil. L'honorable Alita Chamala a considéré l'artiste musicien Joski Kiambukuta comme son frère. Quand il a appris sa mort, il a tenu à assister la famille. Je dirais aux artistes tout simplement de rester unis, aussi bien dans le bonheur que dans le malheur, parce qu'ils constituent une famille. Les artistes sont des personnes qui apportent la gaieté à la population. Évidemment, nous le savons, la musique est un art qui nous accompagne dans toutes les circonstances de la vie. Donc à tout moment, nous avons besoin des artistes. Nous avons besoin des artistes. C'est pour ça que je leur demanderai de réfléchir à l'occasion de la mort de Joski Kiambukuta sur la nature de leur relation. Et la famille du défunt témoigne leur reconnaissance aux gestes posés par Alita Chamala. Je remercie beaucoup Papa Alita Chamala pour ses gestes en faveur de ma famille à la suite du décès de mon père Joski Kiambukuta. Cela me va droit au cœur. Merci infiniment. Papa Chamala avec un grand frère. Avec un grand frère parce que il y a déjà un ami. Et puis moi je suis moni Alita Chamala, je vais dire qu'il y a même dans l'émission tout na leka qui chaque fois sur la landa qui encore on a remercié chaque fois parce que il y a bien passé il y a grand frère et ben il y a ma casse je remercie même fois à chaque fois il y a musical il y a déjà béni donc on a remercié mingi ezala te ke peut-être que ya suka a continuer na bolamu na wana tina suka nzambe komasila ebele donc napesi grand merci na acte oyo asali donc na kosenga na baoyo mpe bazali na baide yango balanda lokola ya grand frère nanga Alita Chamala vraiment un grand merci donc ebele nzambe bato ya ebele kuta kosaka na Décédé à l'âge de 72 ans, de suite d'un AVC dont il a souffert pendant 19 ans, Joski Kiambukuta laisse derrière lui plusieurs orphelins.